Merci et bienvenue parmi nous. Nous allons donc commencer la conférence intitulée Management des équipes dispersées. Je vais laisser PMI présenter 5 minutes et ensuite on prendra le relais donc, sur la table ronde. Merci. Bonjour à tous, donc Olivier Bouéchi, je suis directeur général de PMGS. J'ai 5 minutes pour vous présenter l'entreprise. Nous sommes partenaires et vous avez entendu parler de nous depuis de longue date avec le PMI, puisque Stéphane de Rouen qui présente PMGS et PMI chapitre France il y a 20 ans. Alors très rapidement pour vous présenter l'entreprise, tout d'abord nous avons double compétence, donc formation et conseil en management de projet. Comme vous pouvez le voir, on a une couverture mondiale, donc avec un bureau à Paris, un bureau à Montréal. Je suis celui qui s'en occupe, donc moi je suis basé à Montréal. Et puis je vous dirais qu'on a, on verra un petit peu plus tard, une forte expérience dans toutes sortes d'industries et toutes sortes d'organisations, principalement la grande entreprise. Et puis un partenariat depuis 2001 avec le PMI en tant que Registered Education Provider. Avant de vous présenter notre offre très rapidement, il y a deux sujets, je dirais, qui sont intéressants pour lesquels on a beaucoup de travail actuellement au niveau des organisations et qui un petit peu va traduire la façon dont on a organisé notre offre. Le premier sujet, c'est tout ce qui est autour de la maturité organisationnelle. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que beaucoup des organisations avec lesquelles on travaille sont très bonnes quand il s'agit d'énoncer la stratégie. Par contre, lorsqu'on regarde les résultats qu'ils obtiennent, on s'aperçoit qu'en fin de compte, il y a vraiment un écart entre l'énoncer, donc énoncer sa stratégie, et puis réussir à exécuter cette stratégie. Et donc le défi est véritablement le portefeuille, vous le savez, et puis la bonne gestion des projets et des programmes. Donc ça c'est un premier axe important. Le deuxième axe important, c'est autour de tout ce qui est le talent management. Et en fait, beaucoup d'organisations avec lesquelles on travaille, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce qu'ils vivent avec leur formation, c'est la courbe qui est ici en bas. C'est-à-dire que les formations vont permettre une certaine évolution de maîtrise des compétences. Par contre, au bout d'un certain temps, il y a une perte d'efficacité, parce que les gens n'ont soit pas l'occasion d'appliquer les compétences, soit ne sont pas supportés dans cette application des compétences. Donc il n'y a pas de mécanisme à l'intérieur des organisations qui vont permettre de pouvoir de continuer et d'avoir de façon durable une augmentation du niveau de compétence des individus. Et donc nous, ce qu'on travaille actuellement avec beaucoup d'organisations, c'est justement la courbe rouge en haut. C'est quels moyens on peut mettre en place dans les organisations pour pouvoir permettre, je dirais, que les gens vont réellement adopter, changer d'attitude pour être en mesure de mettre en place de nouvelles capacités. Comment ça se traduit ? On a en fait séparé notre offre en trois grands domaines. Un premier qui est axé au niveau de solutions d'évaluation, donc que ce soit d'un point de vue maturité ou d'un point de vue compétence, c'est la capacité de pouvoir prendre une photo au moment actuel et de se dire mais comment on se situe, comment on est capable de benchmarker par rapport à d'autres organisations dans d'autres industries ou dans des industries similaires, que ce soit d'un point de vue compétence, que ce soit d'un point de vue organisationnel au niveau des processus des outils. Et cette lecture va nous permettre par la suite de pouvoir dériver des solutions qui vont intégrer à la fois des solutions d'apprentissage, donc formation, coaching, communauté de pratique, le tout intégré, ou bien de travailler au niveau du conseil par rapport à l'alignement stratégique, donc le PMO, la gouvernance, bien l'efficacité des projets de programme portefeuille. Donc ce qui est important, c'est que c'est vraiment la totalité en fait, de ces trois éléments-là qui va permettre de pouvoir améliorer la performance de cette organisation. Au niveau des clients avec lesquels on a ce genre de prestations actuellement, je dirais que notamment une compagnie qui est très présente ici, donc Schneider Electric, qui est un de nos très grands clients. Et puis, ce qui fait un petit peu notre particularité, c'est que ce n'est pas un domaine en particulier dans lequel on travaille, mais de multiples industries et à l'intérieur de chacun de ces clients-là, de multiples divisions, que ce soit la R&D, développement de nouveaux produits, de IT, etc. Et donc c'est cette richesse un petit peu des différents éléments qui va nous permettre de pouvoir proposer des solutions intéressantes aux clients. Alors voilà, c'était un bref aperçu. Si vous avez d'autres questions, on a un stand là-bas et puis le temps
dans la mezzanine. Et donc, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Je vous remercie. Alors, bienvenue. Je m'appelle Ludivine Calamel, je suis enseignant-chercheur ici à Grenoble École de Management. Nous allons donc discuter aujourd'hui du management des équipes dispersées. Je vous présente rapidement nos experts et il prendra un peu plus de temps de se présenter dans quelques instants. Fariba Tavakoli, qui est juste à mes côtés, directrice d'un cabinet de conseil et de formation en management interculturel. À ses côtés, Laurent Battini, chez Schneider Electric, qui est chef de projet technique. À ses côtés, Pascal Marion, qui est directeur de programme chez HP. Et à ses côtés, enfin, Barthélémy Chollet, qui est professeur associé à Grenoble École de Management, donc ici dans nos locaux. Je vous propose de scinder notre temps de parole et de discussion en deux, puisqu'il est déjà 16h11. Je vous propose d'échanger, d'avoir quelques questions avec nos 4 experts dans un premier temps, pour ensuite avoir le temps, au moins 10 minutes, un quart d'heure, pour que vous puissiez leur poser des questions et échanger avec eux sur leurs expertises. Voilà, donc pour commencer, je vais laisser la parole à Fariba qui se présente en 2 minutes, même pas. Je prends... bonjour, Fariba Tavakoli. Donc, en 2 minutes, j'ai toujours travaillé à l'international pour un peu plus de 20 ans, donc à l'UNESCO et par la suite dans l'industrie pharmaceutique pour 17 ans. Et donc j'ai géré des équipes. Pour mon dernier poste, c'était un département de 120 personnes sur 28 pays. Donc ça m'a ouvert beaucoup vers tout ce qui était multiculturel et gestion d'équipe à distance. Et c'était vraiment un grand plaisir et un défi aussi en même temps. Et c'est pour ça que par la suite, quand en 2010, j'ai créé mes propres activités, je me suis spécialisée sur les formations pour les managers pour pouvoir mieux travailler à l'international avec des équipes à distance et multiculturelles. Et c'est là où ma collaboration avec le PMI a commencé, dans le cadre d'une formation que j'ai créée et que j'ai fait accréditer par le PMI en tant que Registered Education Provider. Voilà, et j'ai donné des conférences à ce sujet un peu partout pour le PMI en France. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous, moi je suis Laurent Battini, donc je suis chez Schneider Electric depuis quelques années et je m'occupe donc d'optimisation de l'énergie sur les projets collaboratifs, notamment en ce moment sur un projet collaboratif européen. Et donc l'idée c'est aujourd'hui de partager avec vous un peu des retours d'expérience sur ce que j'ai pu vivre dans la gestion de projet autour des projets collaboratifs. Bonjour à tous. Je m'excuse tout d'abord parce que j'ai l'extinction de voix, c'est très mal tombé, juste le jour d'une table ronde. Donc si vous ne comprenez pas bien ce que je dis, merci de le dire. Pascal Marion, je travaille chez HP depuis 20 ans dans l'industrie des télécommunications. J'ai vécu 8 années aux États-Unis. J'ai eu l'occasion de manager des équipes internationales dans les 3 continents, dans une quinzaine de pays. J'ai 3 gros centres d'intérêt professionnel. D'abord, j'adore apprendre, j'adore réaliser des projets, délivrer des projets concrets chez des clients et également développer, manager des équipes, si possible, internationales. Voilà. Bonjour, Barthélémy Chollet, je suis enseignant ici à GEM. Je conduis des recherches en fait sur les équipes dispersées. Ces recherches, elles sont conduites dans le cadre d'équipes dispersées, c'est-à-dire qu'on collabore avec d'autres chercheurs qui sont eux-mêmes essentiellement dans mon cas aux États-Unis, donc sur des projets NSF. Et troisièmement, j'enseigne aussi ces thématiques-là en essayant de mettre les étudiants en situation sur des projets où on va les faire collaborer avec des gens, en l'occurrence qui sont aux États-Unis, sur 2 sites, avec des projets d'ensemble qui rassemblent 3 disciplines différentes. Donc on essaie de faire comprendre aux étudiants, souvent ils ne se rendent pas compte d'eux-mêmes, de toutes les problématiques et tous les challenges que ça représente de travailler en équipe dispersée. Voilà.
Merci. Alors, est-ce que vous pourriez chacun, je remets le slide d'entrée, vous avez repéré, j'ai mis leur adresse mail. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à les contacter. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez chacun définir, selon vous, ce qu'est une équipe dispersée? Alors, pour moi, une équipe dispersée, c'est dès que les gens utilisent des moyens de communication virtuels. Dès qu'on prend le téléphone, dès qu'on communique par email, même si les gens sont sur le même site et dans 2 étages différents, pour moi, ça représente déjà un challenge. C'est-à-dire que les études ont montré, c'est très intéressant parce que les grandes universités ont fait des études et ils ont montré que les gens qui travaillent pas très loin des uns des autres, mais quand même qui utilisent des outils de communication virtuelle ensemble, rencontrent les mêmes problématiques que les gens qui travaillent dans les pays différents. Et même davantage, puisqu'ils n'en sont pas conscients toujours. Quand on envoie un email à quelqu'un qui est basé à Singapour, on relit 3 fois le email peut-être avant de l'envoyer, alors que quand la personne est dans le bâtiment en face, ça va plus vite et ça peut causer plus de problèmes. Donc pour moi, dès qu'on utilise les moyens de communication virtuelle, on est dans le cadre d'une équipe dispersée. Voilà. Pour moi, la définition est assez semblable. Je rajouterais simplement que dans le cadre des projets collaboratifs, en fait, on a aussi une dispersion, un espace de dispersion qui est culturel. Quand on travaille sur un projet européen avec des personnes de l'Europe du Nord et des personnes de l'Europe du Sud, certains sont plus latins, les Allemands c'est beaucoup plus carré. On a des choses qui sont un petit peu différentes à ce niveau-là. On a aussi des grosses différences entre les différents intervenants sur un projet collaboratif. On va avoir des industriels, on va avoir des labos, on va avoir des chercheurs, on va avoir des PME pour qui ce projet-là peut être complètement vital dans le cadre d'une start-up par exemple qui va vouloir démarrer. Donc on va avoir des approches qui vont être très très différentes. On a des choses qui sont un peu plus au niveau de la maturité des partenaires. On va avoir des partenaires qui vont vouloir travailler à certains niveaux sur certains sujets, d'autres sur d'autres. Donc on va avoir une grande diversité en fait d'intervenants dans pas mal de domaines. Je donnerai juste un exemple qui est assez symptomatique chez nous. On parle de réseau. Chez Schneider Electric, le réseau, on va parler du réseau électrique. Donc on va avoir plein de différences au niveau de vocabulaire. Sur le projet où je suis actuellement, on a Cisco, et pour qui le terme réseau évoque tout de suite le réseau Internet, le réseau informatique. Donc sur quelques mots comme ça, on peut vite arriver à des dispersions et des communications qui peuvent devenir problématiques. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut faire très attention. Et puis un dernier axe sur les objectifs communs. Évidemment, quand on est sur un projet collaboratif, on a des objectifs qui sont communs, on va tous dans la même direction, mais certains partenaires ont des objectifs beaucoup plus individuels qui dépendent de la stratégie de chacune des sociétés. Et on peut avoir des choses sur lesquelles les scientifiques vont vouloir publier des articles, nous on va vouloir expérimenter des nouveaux produits, des nouvelles technologies. Et puis parfois, simplement, certains partenaires viennent chercher des subventions. Et du coup, c'est assez difficile de travailler dans ce domaine-là. On verra ça tout à l'heure dans les bras. Genre juste une petite question, qui parmi vous travaille avec des équipes dispersées? Je ne suis pas vraiment surpris. Je crois qu'aujourd'hui, c'est clair, on travaille tous avec des outils de communication virtuelle, on travaille que ce soit avec des fournisseurs, avec des clients, avec des équipes, avec des partenaires. Voilà, on travaille tous connectés. Pour moi, plutôt de parler d'équipes dispersées, je parle d'équipes multiculturelles. Et je pense qu'il y a différents niveaux de culture à distinguer. D'abord, évidemment, la culture de la région, la culture du pays dans lequel on se trouve, avec toutes les difficultés, que ce soit de langage, compréhension, que vous connaissez. Mais également, si on regarde même au sein d'une même société, il y a différentes cultures à l'intérieur de différents groupes. Pour donner un exemple, est-ce que vous ne pensez pas que la culture R&D de votre entreprise est différente de la culture des ventes ? Est-ce que les gens communiquent de la même façon? Est-ce qu'ils se comprennent facilement? Donc c'est déjà, il y a un deuxième niveau. Après, évidemment, on travaille de plus en plus avec des sociétés partenaires, avec des fournisseurs, avec des clients. Et là, il y a effectivement des cultures différentes d'entreprises, et qui parfois peuvent être vraiment délicates à gérer dans le cas de gros de fusion ou d'acquisition.
Maintenant, le dernier point, et qui à mon avis me semble le plus important à comprendre en tant que chef de projet ou en tant que manager, c'est notre culture individuelle personnelle, qui en fait repose sur toute notre histoire, notre vécu, et qui a plein de facettes différentes. La façon par exemple quel rapport on a avec le temps, le rapport qu'on a avec l'autorité, le rapport par rapport à la prise de risque. Est-ce qu'on a plutôt un tempérament individualiste ou à l'inverse, est-ce qu'on va favoriser le travail en équipe? Voilà, donc il y a énormément de grilles de lecture qu'on se doit de comprendre aujourd'hui dans un environnement qui est multiculturel et de plus en plus multiculturel. Merci. Moi j'ai une définition qui est assez proche de celle de Fariba. En fait, je pense que tout simplement une équipe dispersée, c'est une équipe qui ne peut pas compter sur les rencontres en face à face synchrones pour travailler ensemble. En fait, c'est le point commun de toutes ces équipes. Et on les définit souvent comme des équipes, comme je viens de le faire, qui ne peuvent pas compter sur les rencontres synchrones en face à face. Mais en fait, c'était votre question et je trouve tout à fait pertinent. En fait, ça n'existe plus ces équipes-là. C'est-à-dire ces équipes qui peuvent à 100% être en face à face tout le temps et en synchrone. C'est presque un pléonasme en fait de dire équipe dispersée aujourd'hui, et c'est assez intéressant de voir que malgré cette réalité, c'est quelque chose qui par exemple dans les business schools est pas du tout très peu, enfin on essaye justement de se poser des questions mais quasiment pas enseigné en fait, alors que c'est quelque chose qui est complètement répandu et qui est un mode, on s'en est aperçu avec la question qui a été posée, tout à fait banal en fait de management. Après juste peut-être pour préciser sur la diversité des situations, les différents types d'équipes dispersées qu'on va avoir, on a coutume de distinguer fuseaux horaires multiples. Si vous avez des équipes à gérer, des gens qui sont à Atlanta, d'autres qui sont à Helsinki et d'autres qui sont à Singapour, ça va être une galère énorme, ne serait-ce que pour... Vous allez très peu pouvoir, par exemple, compter sur les meetings virtuels dans ces cas-là. Il y a très peu de créneaux qui vont coller. A contrario, si vous avez 3 sites et que vous êtes tous sur le même fuseau horaire, ça va être beaucoup plus facile. Donc ça, c'est la deuxième dimension, le pourcentage de temps de travail qu'on a en commun dans une journée. Et troisième dimension, c'est aussi, on en parle assez peu souvent, c'est le nombre de sites et leur distribution. Vous gérez 20 personnes qui sont chacune dans un pays différent, donc c'est l'expérience dont Fariba faisait mention. Les challenges sont très différents par rapport à si vous gérez une équipe de 15 qui est à Grenoble et un pauvre gars qui est à Singapour et qui est tout seul ou qui est dans une équipe de 2 ou 3. Et d'ailleurs, en général, c'est ce type d'équipe qui est très difficile à gérer parce que très souvent, l'équipe de 15 qui est à Grenoble va oublier ou faire abstraction des autres et ça va créer des problèmes. C'est ce que j'ai vécu par exemple à titre personnel dans les projets de recherche dont j'ai parlé. En étant le seul grenoblois et face, entre guillemets, à le reste de l'équipe qui était totalement aux États-Unis, on se sent très vite largué, en fait on nous oublie, et donc c'est aussi une dimension qu'il y a à prendre en compte, c'est-à-dire le nombre de sites et comment ils sont répartis pour anticiper un peu les difficultés qu'on va avoir. Alors merci pour cette première définition. On se rend compte que globalement le discours est le même, sensiblement le même, avec quelques petites variantes au regard de l'expérience de nos 4 experts. Alors on va un peu plus loin dans le sujet, et j'aurais aimé vous demander quels sont les enjeux actuels et les freins notamment au fait de travailler en mode équipe dispersée, équipe distribuée. En fait, comme on l'a dit
tous les quatre, maintenant, de toute façon, on travaille dans une organisation internationale et si on manage une équipe, très probablement, on manage une équipe à distance et multiculturelle et au niveau international. Donc, ce n'est plus une question de vouloir le faire ou pas, ou décider de passer à cette mesure ou pas. C'est déjà là, c'est déjà notre présent. La vraie question, c'est pas est-ce qu'on va le faire ou pas, c'est comment on va le faire pour réussir mieux. Et quels sont les enjeux? En fait, les enjeux sont énormes au niveau de l'économie mondiale et c'est une très grande opportunité au niveau personnel, au niveau professionnel, de pouvoir vivre dans un monde où on peut être connecté avec tellement de personnes, de tellement de cultures différentes, partout dans le monde, ce qu'il y a 30 ans, 40 ans était vraiment très difficile à imaginer, au moins avec toutes ces technologies qu'on a aujourd'hui. Donc c'est une grande opportunité, bien sûr ça représente des défis également, parce que c'est un changement, c'est nouveau, et c'est une manière d'être et une manière de faire. Donc c'est les deux ensemble, c'est un savoir-d'être en tant que manager international, un savoir-faire. Tout ce qui est vrai comme qualité pour un manager local est vrai aussi comme qualité pour un manager international, mais les dimensions sont multipliées. Du coup, dans ce qui concerne les projets collaboratifs, par définition, c'est plusieurs entités juridiques qui se mettent ensemble pour avancer vers un même but. On est évidemment dans ce cas-là automatiquement en mode dispersé. Une des grosses difficultés, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les partenaires sur ce genre de projet. On a un coordinateur qui va piloter l'ensemble pour faire avancer. Et du coup, on a assez peu de levier au niveau de la gestion de projet pour faire progresser les... Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont contractuelles au moment de la définition, qui permettent de poser des jalons. À partir de là, vu que chacun a ses propres objectifs dans cet ensemble, il est quand même assez difficile de faire avancer les choses. On a quand même la carotte de la libération des financements pour les partenaires qui permet de contrôler un petit peu l'avancement. On a autre chose dans ce type de projet, c'est que les projets sont souvent d'assez longue durée et les stratégies d'entreprise peuvent changer. Donc on va rajouter encore un petit peu de dispersion dans le projet avec des arrivées, des départs de nouveaux partenaires. Après, le fait d'avoir une distance, automatiquement, la moindre bourde est très difficile à rattraper. J'ai eu des cas de réunions placées à 14 h avec des Espagnols qui étaient complètement impossibles à gérer. On l'a déplacé à 9 h le matin et c'était les Grecs à Athènes qui étaient bloqués, qui ne pouvaient pas venir. On a fini par trouver un créneau, mais il nous a fallu quelques itérations avant de caler tout le monde. Donc voilà, il y a un certain nombre de freins de communication. Et puis ce qui me manque le plus, c'est le point café où on peut tous se réunir rapidement pour pouvoir faire le point et discuter, faire avancer les choses à cet endroit-là. Moi, je vois en fait deux choses. Je vois vraiment deux freins à la performance d'une équipe en environnement multiculturel et distribué. Tout d'abord, la méconnaissance du manager ou du project manager, la gestion de cette équipe multiculturelle. Moi j'ai vécu vraiment, et ça je peux vous dire que je l'ai vu, si on ne prend pas en compte ces facteurs-là, il y a des erreurs, il y a des incompréhensions, il y a des projets qui ratent complètement, et lamentablement, ça peut être assez terrible. On observe aussi de la démotivation forte des employés avec de l'attrition. Donc je pense que c'est une compétence très importante à développer, la compréhension de ces environnements culturels et la capacité à bien les gérer. Le deuxième aspect, le deuxième frein auquel il faut être sensible également, c'est les barrières à l'adoption de la diversité. Et là, c'est un petit peu plus fin, mais je pense qu'on a tous nos propres filtres culturels. Et je vais encore vous poser une question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de travailler mieux avec des gens qui vous ressemblent? Et les gens pensent que c'est naturel et c'est tout à fait inconscient. Je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il faut il faut se questionner par rapport à ça et prendre un petit peu de recul. On peut avoir des préjugés, on a tendance peut-être dans certains cas à généraliser, il y a des stéréotypes qui existent, il faut se méfier de ça.
Et je pense que quand on arrive et qu'on prend en main une équipe multiculturelle, je pense qu'il faut arriver avec la page blanche et avoir une grande capacité d'écoute. Merci, donc on l'a bien compris, il y a des enjeux, des freins, des difficultés qui sont liés au management de gestion d'équipes dispersées. Quels sont, du côté opérationnel, quels seraient les outils que vous auriez développés, créés, utilisés pour justement pallier ces difficultés? Ce qui est très important, je pense, comme élément majeur, c'est la clarté de la communication. Quand on travaille avec des équipes dispersées un peu dans le monde et avec des cultures différentes, la communication doit être vraiment impeccable, claire, transparente, authentique. Et il y a aussi quelque chose, je pense qu'il faut mettre en place, c'est ce que j'appelle une troisième culture. Alors on parle de troisième culture, il y a des articles que vous pouvez regarder. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on travaille avec des gens qui ont une culture différente. Donc ce qu'il faut mettre en place en tant que troisième culture, c'est un espace de vie et de travail sécurisé et sécurisant, où chacun se sentirait respecté et que les gens pourraient travailler ensemble en harmonie. Et ça sera une culture au-delà des cultures personnelles. Donc dans le respect des valeurs, dans le respect des traditions, dans le respect de la culture de chacun. Et pour ça, je pense qu'un manager qui travaille à l'international doit investir du temps pour connaître les gens avec qui il travaille, leur environnement de travail, leurs possibilités, les outils qu'ils ont en main, et vraiment homogénéiser au maximum, éclaircir sa communication, demander de feedback, établir une relation de confiance et valoriser leur travail et reconnaître leurs contributions et donner un sens à ce qu'ils font. C'est vraiment beaucoup d'éléments qu'il faut mettre en place. D'un côté, il faut faire très attention aux outils techniques et de l'autre côté, très attention à un investissement énorme côté relationnel. Pour moi aussi, le côté relationnel est vraiment clé. Le point vraiment le plus important dans ce genre de projet, là on parle de 15 entreprises, de 11 nationalités qui travaillent ensemble. La difficulté, c'est vraiment le lancement du projet. C'est une période qui est complètement clé. De se retrouver sur plusieurs jours tous ensemble, essayer de trouver un point commun pour pouvoir construire l'équipe tout simplement. C'est aussi important d'accueillir les nouveaux, de les intégrer, de les avoir avec nous. Ça permet aussi de construire. Alors effectivement, sur ce genre de réunion, on a une partie un petit peu formelle d'explication de qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Mais la phase vraiment la plus importante, c'est le resto le soir, c'est les activités qu'on va faire en dehors, tous ensemble, ce qui va nous permettre de créer des liens. On est assez loin, on ne se voit pas très souvent, on essaie de faire un point tous les 6 mois, un point physique en essayant de se voir, et on remarque qu'à chaque fois qu'on fait ce genre d'activité tous les 6 mois, on redonne un coup de boost au projet, et le projet est reparti pour 6 mois. Sur la très très court terme, en tous les cas, c'est quelque chose de rapide. Ce qu'on essaie aussi de faire assez régulièrement pour améliorer les choses, c'est de travailler un petit peu sur un mode agile. En tous les cas, ce qu'on demande, c'est de faire une démonstration des progrès de chacun, montrer qu'on avance à chaque... alors on fait une WebEx mensuelle qui nous permet de nous resynchroniser, et c'est vrai que sur ces éléments-là, ça permet de dire « Ah lui il a avancé, et zut, on est en retard, on va le mettre en retard », et ainsi de suite. Donc ça permet de donner un petit peu de ressort au projet. C'est vrai qu'on fait aussi de temps en temps des ateliers, alors on essaie de se regrouper, pas forcément tous les partenaires ensemble, mais quelques partenaires sur certains sujets particuliers, sur certains lots ou sur certains domaines. Ça nous permet de faire avancer les choses. Voilà, évidemment, téléphone et WebEx le plus souvent possible, et le plus souvent de partage. Je suis parfaitement en ligne avec ce que Laurent et Fariba ont dit. Tout à fait. Plus l'environnement est distribué, plus il faut communiquer. Il faut communiquer, encore et encore. Il faut communiquer de façon plus formelle. Il faut communiquer de façon extrêmement claire
pour éviter toute incompréhension. Pareil, bon, après d'autres pratiques de management qui semblent évidentes, mais qu'il faut vraiment renforcer dans des environnements distribués multiculturels, c'est le sens. Voilà. Pourquoi nous sommes là en équipe, quel est notre objectif, qu'est-ce qu'on doit réussir, et quels sont les critères de succès. Et il faut vraiment en discuter ensemble dans l'équipe pour que chacun se sente voilà, faisant partie prenante de l'équipe. Les rôles et responsabilités. Souvent, j'ai vu des conflits naître parce que une personne pensait que c'était une autre personne qui devait faire le travail. Donc, je pense que c'est très important, dans un environnement distribué, de clairement définir qui fait quoi, qui est en charge de quoi. Bon, je dirais ça, c'est des pratiques de management assez basiques, mais il faut y penser et il faut vraiment y passer du temps et revenir régulièrement. Après, ça c'est mon avis personnel, c'est basé sur mon expérience. Dès que je prends une nouvelle équipe, je fais du cousu humain, c'est-à-dire que je passe du temps avec chacune des personnes pour comprendre ses motivations. Et alors là, je dirais, on enlève même le côté où la personne vient, quelle est son histoire, c'est parce que comment la personne veut évoluer. Parce que la personne cherche actuellement un nouveau poste, au contraire, elle cherche à faire ses preuves. Parce que la personne a peut-être des soucis personnels, elle a moins de temps pour s'investir dans sa vie professionnelle. On peut imaginer après tout type de scénario, mais selon moi, c'est extrêmement important de vraiment comprendre les motivations profondes de la personne, où elle en est dans sa vie, de quoi elle a besoin, comment elle veut communiquer. J'ai des gens, des Américains qui m'ont dit « moi je parle à mon manager, mieux c'est, donne-moi juste mes objectifs, ce que je dois faire, et on discute dans 3 mois, et c'est parfait. » Je respecte absolument ça. A l'inverse, une autre personne au Japon, plus junior, qui démarre, excuse-moi, mais je vais avoir besoin de discuter avec toi 2 fois par semaine, et pas en équipe, ce sera uniquement en one-on-one. Donc voilà, il faut être ouvert à comprendre les besoins de chacun, et essayer en tout cas au mieux d'adresser leurs besoins. Alors, le but ici n'est pas de lister tous les scénarios possibles, encore une fois, c'est du cousu humain, et chaque personne a sa propre histoire, a ses propres besoins, à nous de les comprendre. Je crois que tu voulais faire une transition. Une légère transition, simplement, donc merci pour ces témoignages. En guise de conclusion, ouverture sur le temps qui nous reste, je vais laisser Barthélémy exposer et expliquer le petit tour d'horizon qu'il a fait sur les leviers d'action, sur le management des équipes dispersées. Merci. Ouais, donc moi je suis là en tant que chercheur, hein, j'ai pas l'expérience de terrain de collègues. Ce que je vous propose, c'est juste de vous dire en gros, si on regarde les études qui ont été faites, qu'est-ce qu'on retient comme choses qui marchent. Il y en a des dizaines et des dizaines, mais j'en ai sélectionné quelques-unes. Je voulais juste faire une petite remarque, si j'ai le temps, sur la notion multiculturelle. Et parce que souvent d'expérience, en discutant avec les gens, je pense qu'il y a beaucoup d'insistance sur les problématiques d'équipes qui ont des cultures différentes et qui fonctionnent avec des Indiens qui ne savent pas vous dire non, etc. Et puis les Français qui attendent qu'on leur dise oui ou non. Voilà, il y a une dimension culturelle dans le projet qui est évidente. Mais en fait, je pense que vraiment le challenge ne doit pas être confondu avec celui de la distance. Dans les projets que je mène avec les étudiants ici, on a un design assez intéressant qui est qu'on a des groupes d'étudiants où on a environ 40 nationalités, 40 étudiants, j'exagère un petit peu, mais c'est quasiment ça. On a des Américains, des Jamaïcains, des Irlandais qui travaillent ici ensemble, et on les fait travailler avec des Américains qui ne sont pas des Américains en fait, parce que quand vous allez dans les facs américaines, vous avez des Chinois, des Turcs, vous avez tout un tas de nationalités aussi, qui sont sur Atlanta ou qui sont à Washington, qui sont en disciplines différentes. Et en fait, on s'aperçoit que le vrai problème, c'est la distance. Ceux qui travaillent ici ensemble sont de cultures totalement différentes. Il n'y a aucun problème. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment besoin de leur enseigner le management multiculturel. Ils comprennent tout de suite, ils s'en sortent bien. Par contre, ils s'aperçoivent très vite des difficultés de se coordonner sur des fuseaux horaires différents, de se mettre d'accord, des conflits qui pourrissent parce qu'on ne se voit pas assez et qu'on ne discute pas assez ensemble. Et finalement, c'est pas forcément les différences culturelles qui sont en jeu, c'est vraiment l'impossibilité de se coordonner. C'est ce que je retiens, donc juste pour nuancer par rapport à l'insistance qui a été faite sur les multiculturels. 2 minutes, très bien, parfait. Alors sur les leviers d'action, quand on regarde ce qui se dit dans les études, je vais vous donner des petites recettes sur 3 sujets. Premièrement,
la façon de gérer les meetings, deuxièmement, la gouvernance des projets, et troisièmement, la composition des équipes. Je vais commencer par ça, la composition des équipes. Très simplement, si on veut avoir un projet d'équipe dispersée qui fonctionne bien, on va essayer, dans la manière de composer les équipes, d'avoir dans cette équipe au moins un noyau autour de gens qui ont déjà travaillé ensemble. Ça, c'est un peu le sens commun, mais c'est quelque chose qui marche. Prioritairement, donc, pour les équipes dispersées, des gens qui, en partie, ont déjà travaillé ensemble. Deuxième élément, dans la composition des équipes toujours, on va essayer de mettre en valeur dans le staffing des gens, non pas seulement sur leurs compétences techniques, mais aussi on va beaucoup insister sur leur personnalité. L'enjeu d'une équipe dispersée, c'est d'être capable de se mettre à la place des autres et de les garder à l'esprit même s'ils ne sont pas là. Donc ça, c'est un trait de personnalité qui est tout à fait particulier et qu'il faut avoir au moins chez le manager. Dans la façon de composer les équipes, on veut des gens qui sont capables en permanence de se mettre à la place des autres. C'est ça sur la composition des équipes. Deuxième élément, sur la gouvernance des projets, sur la manière de gérer les projets, de les structurer. Deux petites recettes aussi là aussi. Le premier élément, c'est que quand on va faire travailler les gens, on va essayer de ne pas faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire, ok, vous êtes à Atlanta, on est à Grenoble, bon bah vous faites telle tâche, nous on fait telle tâche. Il faut faire le contraire. Il faut créer des petits groupes, des petits sous-groupes. Il faut rapetisser les équipes avec quelqu'un sur une tâche à Grenoble qui travaille en collaboration avec quelqu'un qui est à Atlanta. Et puis sur une autre tâche, une autre personne de Grenoble qui travaille avec une autre personne d'Atlanta. On va créer comme ça des espèces de binômes qui va forcer les gens à se connaître de manière gérable. C'est-à-dire que quand on est que 2 ou 3 sur une tâche, ça devient gérable, les équipes dispersées. Et donc on va créer ce lien dans la distribution des tâches, et surtout pas faire l'inverse qui est vous faites la tâche A à Grenoble, vous faites la tâche B à Atlanta, parce que c'est là que justement on va cultiver les différences. Je suis toujours dans la gouvernance des projets, et l'autre idée sur la gouvernance des projets, c'est tout simplement, je crois que c'est Fariba qui en a parlé tout à l'heure, d'établir des règles très claires, d'établir ce qu'on appelle un team charter, c'est-à-dire de clarifier exactement comment on va communiquer. On fait un meeting, on doit utiliser la vidéo. Moi, je suis tout à fait sidéré de voir que quand on interagit avec des gens pendant les projets, il y en a qui mettent la vidéo, il y en a d'autres qui ne la mettent pas. On ne sait jamais vraiment pourquoi. Est-ce que c'est que ça ne marche pas? Est-ce qu'ils n'ont pas de connexion? Ou est-ce qu'ils sont en train de faire autre chose sur leur PC, probablement. Donc il n'y avait pas de règles, on ne sait pas trop. Voilà, on établit les règles, voilà, à chaque meeting, la vidéo, par exemple. Et on se voit tous les temps, et on se parle d'une certaine manière, etc., etc. Le troisième point sur lequel j'ai deux petites recettes aussi, c'est la façon justement de gérer les meetings. La première chose qui est montrée dans les études et qui est liée directement à la performance des meetings justement virtuels, c'est est-ce qu'on utilise la vidéo ou pas justement. Et vous savez que si vous utilisez la vidéo, vous avez 10 fois plus de chances d'avoir quelque chose qui fonctionne. D'une part parce que vous avez tout l'aspect non-verbal et vous avez un message qui est beaucoup de meilleure qualité, mais aussi parce qu'en fait vous êtes sûr que les gens participent pour de vrai à la réunion et ils ne sont pas en train de faire autre chose en même temps. Donc ça, les études montrent, utilisation de la vidéo, performance des équipes, c'est sans équivoque aucune. Et puis le dernier conseil, donc je suis toujours sur la manière de gérer les meetings. Le challenge d'une équipe distribuée, c'est encore une fois de se rendre compte de ce que les autres vivent, du contexte dans lequel les autres sont. Un petit truc tout simple, c'est de commencer chaque meeting virtuel par un tour de table obligatoire, même si ça prend du temps, c'est pas grave. Et chacun dit qu'est-ce qui lui trotte dans la tête à l'heure actuelle, au niveau éventuellement personnel, mais aussi professionnel, quels sont ses problèmes actuels. Et en disant ça, il va révéler aux autres le contexte dans lequel il se trouve cette semaine-là, et il va leur permettre de mieux comprendre ses contraintes, avant même qu'on parle des tâches et qu'on parle des délivrables avant, du travail à faire, etc. Et ça, c'est très important. Il va dire, par exemple, là, je dois boucler tel dossier avant Thanksgiving, ça va rappeler aux gens que oui, là, il y a Thanksgiving, c'est pas la peine de lui envoyer un email, puisque de toute façon, il ne vous répondra pas, il n'est pas là. Il ne faudra pas le maudire parce qu'il ne vous répond pas, c'est parce que c'est Thanksgiving, et vous l'avez oublié, parce que vous êtes en France, et que vous n'êtes pas sur ce mode-là. Donc on commence par un tour de table où chacun s'ouvre sur son actualité, de manière à ce que tout soit partagé et que le contexte dans lequel chacun évolue, auquel on ne pense jamais parce qu'on est dans notre truc, soit bien à l'esprit de tout le monde pendant la semaine à venir, par exemple, si on se rend compte de semaine. Voilà. Parfait. Merci pour
ces recettes de levier d'action qui fonctionnent et ce petit tour d'horizon mondial. Merci à tous d'être venus.